All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, nous allons poursuivre et nous allons entendre à présent les remarques de clôture de Maître Massida, représentante juridique légale commune. Maître Massida, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les juges, à la lumière des nombreux arguments déjà présentés devant la Chambre, y compris s'agissant de nos victimes, nos clients, tout cela a été exprimé de façon très éloquente par mes confrères et je m'associe à leurs propos. Mes propos de clôture aujourd'hui porteront sur les principales questions qui présentent un intérêt pour les victimes que nous représentons et qui sont pour la vaste majorité des Acholi. Je vais, dans un premier temps, traiter de la politique de l'ARS consistant à attaquer la population civile. Ensuite, j'aborderai la question de la politique de l'ARS qui consiste à enlever des filles et des femmes, ainsi que des enfants de moins de 15 ans. Et enfin, je discuterai de la responsabilité de Dominique Ongwen. Et pour terminer, je traiterai des attentes des victimes par rapport à cette procédure. L'accusation a présenté des éléments de preuve qui permettent de conclure que tous les crimes reprochés à Dominique Ongwen ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable et que l'accusé a engagé sa responsabilité personnelle pour ces crimes. Certains des éléments contenus dans la description des récits des victimes corroborent les éléments de preuve présentés au procès. En effet, il ressort des récits des victimes sur les événements survenus depuis 1986 qu'il y avait une tension accrue et des épisodes multiples de violence dans le nord de l'Ouganda. Le soulèvement de l'ARS, en tant que mouvement insurrectionnel, tendant à renverser le président Museveni et son gouvernement, a répandu la violence dans différentes régions du pays, et ce, y compris Gulu, Kitgum, Pader, Lira, Adjumani et Soroti. Ce sont des régions d'où proviennent nos clients, où ils vivaient autrefois, où ils vivent toujours. En conséquence de cela, un conflit ne présentant pas un caractère international, opposant le gouvernement de l'Ouganda et l'ARS, l'ARS avait une hiérarchie claire, bien structurée, bien organisée. Elle était armée et capable de planifier et de mettre en œuvre des centaines d'attaques à l'encontre de la population civile. Au cours de ces attaques, de nombreux crimes ont été commis. L'ARS avait des tactiques effectives pour lancer des attaques, mais en plus, elle avait une capacité militaire considérable. Dominique Ongwen était au courant de l'existence d'un conflit armé et a pris part aux opérations militaires. Le récit des événements relatés par les victimes révèle qu'il y avait des hommes, des femmes et des enfants non armés qui ont souffert d'une série d'actes violents ou, autrement dit, d'une campagne ou d'une opération lancée contre eux par l'ARS dans les localités où ils vivaient. Le récit des événements relatés par les victimes révèle également que les crimes dont ils ont souffert n'étaient ni spontanés ni des actes de violence isolés. C'était plutôt une attaque planifiée, dirigée et organisée contre eux, principalement parce qu'ils étaient des résidents des camps de personnes déplacées, perçus comme soutenant le gouvernement ou aidant l'UPDF. Donc, perçus comme étant contre l'insurrection de l'ARS
contre le gouvernement de Museveni. L'attaque a été perpétrée sur une longue période. Elle était à la fois généralisée et systématique. À cet égard, le nombre de victimes affectées par les événements couverts par les charges est un des facteurs les plus pertinents à prendre en considération afin de déterminer, en vertu du chapeau de l'article 7.1 du statut, si l'attaque lancée par l'ARS contre la population civile était généralisée et ou systématique. La grande étendue géographique des territoires où vivaient les victimes, ainsi que le nombre important de victimes participant à cette procédure, 4065 à ce jour, confirme la nature généralisée de l'attaque contre la population civile. De fait, la vaste majorité des victimes participantes a souffert des 4 attaques reprochées à l'accusé et a eu à fuir, a perdu au moins un des membres de la famille, ont été blessés lors des attaques, leurs biens ont été pillés ou détruits, les femmes et les filles ont été soit violées, soit assujetties à d'autres crimes sexuels et sexistes. Certaines sont tombées enceintes et ont donné naissance à des enfants dans la brousse, lesquels enfants sont devenus des victimes à nouveau et stigmatisés depuis lors. D'après l'expert en culture acholi qui a déposé lors du procès, le professeur Mouzizi, et je cite, « L'ARS attaquait les villages, volait la nourriture et le bétail, pillait les villages et kidnappait les enfants. Ils incendiaient les maisons ainsi que les greniers, laissant la population à la merci des éléments. Ils ont enlevé des jeunes garçons et des hommes et ont ravi des fillettes, y compris des écolières. Plus de 30 000 enfants ont été enlevés ou ravis par l'ARS entre 1986 et 2007, lorsque l'ARS a été chassée de l'Ouganda et l'insurrection s'est terminée. Le village Acholi, la vie dans les villages Acholi ainsi que les traditions d'autosuffisance, eh bien tout cela s'est perdu. Les traditions agricoles, la cohésion familiale, la culturalisation, la scolarité, et ainsi que la sécurité alimentaire, eh bien tout cela s'est perdu. » Fin de citation. La Chambre dispose d'une grande quantité d'éléments de preuve étayant l'existence d'un tel modus operandi de l'ARS. Les victimes des 4 attaques reprochées à l'accusé rappellent un schéma particulier utilisé par l'ARS lors des attaques sur les camps de personnes déplacées. Les attaques étaient bien planifiées ainsi et bien exécutées, suivant un modus operandi standard qui opposait d'un côté l'UPDF ou qui s'attaquait d'un côté à l'UPDF et de l'autre côté aux civils. Les victimes insistent également sur la brutalité des attaques, en indiquant que les rebelles de l'ARS ont incendié des maisons ou incendié des maisons après les avoir jeté des personnes à l'intérieur de ces maisons, y compris des bébés, contraint les résidents des camps de personnes déplacées de s'allonger par terre et les maltraiter brutalement, les battait et les tuer, sans pitié aucune pour les enfants, les personnes âgées et les femmes qui étaient souvent violées avant d'être tuées. Les victimes rappellent l'enlèvement d'adultes et d'enfants qui avaient à peine 7 ans afin de s'en servir comme soldats. Les pillages et la destruction de biens privés et commerciaux, en expliquant que l'ARS
avait pris tout ce que possédaient ces gens, y compris tous les biens nécessaires pour subvenir à ses besoins dans des conditions difficiles dans le nord de l'Ouganda. Des ustensiles, des vêtements, ainsi que le bétail, tout ce qui constitue la source principale de revenus des familles, sans oublier les biens qui présentent un intérêt particulier pour les communautés affectées, notamment ceux qui ont été cités par mes confrères et qui se rapportent à des rituels traditionnels. Ceux qui ont survécu aux attaques ont dû quitter leur foyer, s'enfuir et se réfugier dans des endroits lointains, souvent en laissant derrière eux des membres de leur famille. La gravité des attaques semblait venir en épisodes, des massacres majeurs entre les différentes campagnes continues d'intensité faible ainsi que les attaques à petite échelle. Les rebelles de l'ARS coupaient régulièrement les lèvres, les oreilles, les seins et amputaient des membres. Nombre de ces mutilations avaient pour but d'empêcher la commission de trahison. Les victimes qui avaient été enlevées devaient porter et transporter des biens pillés, ce qui leur a causé des préjudices psychologiques et physiques comme des douleurs au tronc ou au dos. Et lorsqu'ils étaient trop vieux pour être enlevés, eh bien, ils étaient relâchés quelque temps après ou alors tués. D'après les victimes, la reconnaissance du crime de persécution lié aux attaques constitue un élément important et cela a été démontré par les éléments de preuve figurant au dossier de l'affaire. Les rebelles de l'ARS sont gravement privés, contrairement au droit ou en violation du droit international, la population civile de Pajule, de Lukodi, d'Odek et d'Abok de leurs droits fondamentaux à la vie, à la liberté et à la sécurité, à la liberté de mouvement, à la liberté de disposer de biens privés, de ne pas être assujetti à la torture ou à des traitements inhumains, cruels ou dégradants, et de ne pas être réduit en esclavage. Les éléments de preuve recueillis tout au long du procès permettent de conclure, comme cela a été démontré par l'accusation, que, premièrement, l'ARS avait la capacité de commettre une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Deuxièmement, que l'ARS était un groupe organisé selon une structure hiérarchique bien établie et ayant la capacité d'imposer une politique à ses membres et de les sanctionner. Troisièmement, l'ARS disposait de capacités de communication, d'armes et de munitions leur permettant de lancer une attaque contre la population civile. Quatrièmement, l'ARS a agi pendant longtemps dans le but de réaliser un dessein commun, celui de renverser le gouvernement ougandais. Cinquièmement, l'ARS suivait un schéma de comportement régulier consistant à mettre en œuvre une politique de persécution, de meurtre, de pillage, de torture, de réduction en esclavage, de viol, ou en commettant d'autres crimes sexistes, y compris en infligeant un traitement cruel ou inhumain et en enlevant des enfants et des adultes. Dominique Ongwen était au courant de l'attaque et a contribué de manière substantielle à la réalisation du plan commun. J'en arrive maintenant à la politique de l'ARS qui consiste à enlever des femmes et des filles. Les victimes indiquent que le viol, la violence sexuelle, l'esclavage sexuel, le mariage forcé et la grossesse forcée étaient des crimes commis systématiquement par les rebelles de l'ARS, y compris par des hauts commandants, et notamment par Dominique Ongwen, dans le but de créer une nouvelle génération d'Acholi
adhérant aux convictions de l'ARS et d'autre part pour récompenser les soldats en leur donnant des esclaves. Les enlèvements faisaient partie intégrante des attaques. Les hauts commandants décrivaient le type de filles qu'ils voulaient avoir, y compris leur âge, leur apparence physique et leur intelligence. Si parmi les filles nouvellement enlevées, il y en avait qui correspondaient à ces caractéristiques, eh bien celles-ci étaient réunies puis attribuées au commandant. Elles avaient l'ordre de rejoindre ces hommes et d'en devenir les épouses. Résister à cela était punissable par le viol, des passages à tabac, la torture ou même la mort. Une fois que les commandants supérieurs choisissaient les filles qu'ils voulaient avoir, eh bien, c'était le tour des combattants de rang inférieur de prendre une épouse et de les traiter de cette façon-là. Plusieurs témoins ont déposé à cet égard. Le témoin P226 a expliqué ceci, et je cite, « Le chef Kony convoquait un rassemblement. Parfois, il le faisait le dimanche. On paradait alors ces filles, et s'il décide de donner l'ordre que ces filles soient attribuées à des combattants, eh bien, c'est ce qui se passait. Mais s'il décidait que les filles devaient être envoyées pour faire partie de la maisonnée de quelqu'un, eh bien, il pouvait le faire aussi. » Fin de citation. Le témoin P214 a déclaré que chaque commandant se présentait et pointait du doigt la fille qu'il voulait avoir. Le témoin P226 a expliqué ceci, et je cite, « Les filles qui étaient choisies n'avaient pas de voix. Lorsqu'on vous dit d'aller là-bas, eh bien, vous y allez. Si vous refusez, on vous battait ou on vous tuait. Certaines d'entre elles étaient utilisées comme babysitters et d'autres en tant qu'épouses. » Fin de citation. Le témoin 235 a vu directement Dominique Ongwen attribuer des filles en Ouganda et au Congo. Dans le cadre de sa déposition, elle a déclaré ceci, et je cite, « Les filles n'étaient pas en mesure de choisir, parce que lorsqu'on est enlevé, on n'a même pas l'impression ou envie de rester avec un homme. On ne pense qu'à rentrer chez soi. Donc, on ne choisissait pas les hommes. » Fin de citation. Dominique Ongwen mettait en œuvre la politique d'enlèvement de l'ARS, même lorsque Kony lui-même avait suspendu cette pratique. À cet égard, le témoin P245 se rappelle d'une occasion où l'accusé est tombé sur deux jeunes filles et a dit ceci, « Elles sont trop belles pour qu'on les laisse derrière. » Les filles ont donc été enlevées. La Chambre a également entendu différents récits de ce à quoi ressemblait la vie d'une épouse forcée. Elle devait s'acquitter de tâches ménagères, elle devait faire à manger, aller chercher de l'eau, faire la lessive, récupérer des légumes, couper l'herbe, transporter des ustensiles de cuisine. Sinon, elle était battue ou tuée. Selon le témoin P236, et je cite, « Si vous faites quoi que ce soit qui ne convient pas au commandant, vous étiez battu. Si il y a des choses qui sont sales, eh bien, on vous battait. Si vous n'écoutez pas, on vous battait. Si vous écoutez, eh bien, à ce moment-là, on ne vous battait pas. Si vous écoutez ce qu'ils vous disent, eh bien, vous n'étiez pas battu. Mais si vous oubliez, à ce moment-là, vous étiez battu. » Fin de citation. Le mariage forcé est interdit par de nombreux instruments des droits de l'homme qui disposent que le mariage ne peut avoir lieu sans le consentement libre
et plaint des époux. Le mariage forcé implique le viol, la violence sexuelle et la réduction en esclavage. Mais l'élément crucial de ce crime est le traumatisme mental et moral qui découle de l'imposition d'une menace ou de la force sous forme de propos, de comportement de la part de l'auteur de ce crime et qui découle aussi de l'association conjugale forcée ou d'une relation de ce qu'on appelle le couple. Les mariages forcés sont des relations imposées qui ne reposent pas sur le consentement valide des femmes. Les femmes doivent s'occuper des tâches ménagères, elles doivent porter des enfants, satisfaire aux responsabilités domestiques et les rapports sexuels. La nature et les relations avec les filles forcées d'assumer des rôles de partenaires sexuels, de devenir des mères pour des enfants découlant de ces relations. Elles doivent faire le ménage, elles doivent faire à manger. Cette relation consiste ou a un aspect familial, c'est-à-dire que les enfants naissent de la relation entre les mères qui avaient été enlevées et les maris qui les avaient enlevées. L'utilisation de l'attribut épouse cause une souffrance psychologique particulière qui mène souvent à une forme de stigmatisation et les victimes sont souvent rejetées par leur famille et leur communauté. Les mariages forcés infligent également des lésions physiques et une souffrance psychologique et morale à long terme pour les victimes. Toutes les victimes affectées que nous représentons indiquent que leur condition d'épouse a eu et continue d'avoir des répercussions graves sur la possibilité pour elles de retrouver ce qu'elles qualifient de relations normales avec des hommes. Et même lorsqu'il y a réinsertion dans la communauté, elles ont l'impression que la réinsertion n'est pas complète. Et là, je reprends leur adjectif. Et parfois, elles sont dictées par des conventions sociales plus que par un désir réel, une volonté réelle de les aider à reconstruire leur vie. Le professeur Mouzizi a expliqué ce qu'il advenait des filles enlevées par l'ARS. Il qualifie cela de pas uniquement criminel, mais de quelque chose qui s'éloigne des traditions culturelles. Ce que ces filles ont vécu pendant qu'elles étaient en captivité continue d'être un tabou au sein des familles et des communautés. Une fois de retour chez elles, elles doivent continuer de porter les stigmates de la vie de mariée, d'épouse forcée dans la brousse, sans bénéficier du statut que confère le mariage officiel, et ce qui est contraire aux traditions acholi. Et cela confirme ce que mes confrères ont indiqué ce matin, des problèmes d'identité et de la difficulté à gagner sa vie et crée aussi des problèmes fonciers. Les éléments de preuve démontrent, au-delà de tout doute raisonnable, que les soldats, sous les ordres de Dominique Ongwen, ont commis des crimes sexistes à l'encontre de nombreuses filles et femmes et que l'accusé a donné des ordres et des instructions pour la commission de ces crimes. Tout cela a été prouvé, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Ce qui rend infondé l'argument de la défense que l'on retrouve au paragraphe 475 du mémoire en clôture et qui prétend, et je cite, que Connie avait créé un environnement coercitif où la survie dépend du respect des règles, y compris en ce qui a trait aux relations entre hommes et femmes au sein de l'ARS. Fin de citation. S'agissant de Dominique Ongwen précisément, une distinction doit être faite clairement entre le fait de respecter les règles, qui en soi n'est pas un moyen qui décharge l'accusé de sa responsabilité, et le fait d'aller au-delà des règles. Le fait que le traumatisme déclenche un instinct de survie chez les enfants et les adultes
est rappelé par la défense au paragraphe 588 de son mémoire. Le fait d'aller au-delà des règles et d'imposer des mesures extrêmement brutales, est-ce que cela peut être qualifié d'instinct de survie? J'en doute. À cet égard, le témoignage du professeur Wessels offre des informations qui contrastent avec la possibilité de réagir face à un environnement coercitif. Il dit, et je cite, « Eh bien, certains ont dit que lorsqu'ils recevaient l'ordre de tirer, eh bien, ils tiraient de façon qui n'était pas efficace. Parfois, ils marchaient un peu plus lentement, parfois ils essayaient de laisser des traces pour indiquer qu'ils étaient là. Donc tout dépend de l'individu. Parfois, même les enfants qui devenaient des commandants de rang inférieur et qui avaient donc un tel statut au sein de l'ARS signalaient ce genre de choses. Et cela démontre que même en suivant les ordres, et même dans une certaine mesure, si on devait adhérer à la propagande de l'ARS, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de personnes savaient faire la distinction entre le bien et le mal et voulaient protéger les membres de leur propre famille. Fin de citation. Monsieur Dominique Ongwen est également accusé d'avoir commis directement un certain nombre de crimes sexuels et sexistes contre au moins 7 femmes. La déposition des épouses forcées de Dominique Ongwen jette la lumière sur des éléments communs à leur récit. Elles étaient très jeunes lorsqu'elles ont été enlevées puis désignées comme épouses. Ce qui s'est passé dès le premier acte de viol commis par l'accusé. Après cela, il y a eu des rapports sexuels forcés, répétés, avec une rotation parmi les femmes, parmi les épouses, selon celle que l'accusé choisissait pour passer la nuit. Elles n'avaient pas de choix. Au début, elles ont dû s'occuper de tâches ménagères en tant que ting-ting, et elles ont continué à accomplir ces tâches lorsqu'elles sont devenues des épouses. Elles étaient surveillées tout le temps par l'accusé ou par ses soldats armés, assujetties à des passages à tabac et des actes violents et cruels, soit directement sous les ordres de Dominique Ongwen, soit par lui-même. Elles étaient obligées de faire des choses qu'elles ne voulaient pas faire. Elles vivaient dans une peur permanente. Leur famille leur manquait, elles s'inquiétaient de leur destin. Elles étaient exposées à des dangers d'attaques répétées auxquels se livrait l'ARS, et certaines d'entre elles ont subi des blessures. Les expériences traumatisantes qu'elles ont vécues et les préjudices physiques qu'elles ont subis à cause de traitements cruels et inhumains, à cause de la torture, eh bien tout cela les a affectées de façon permanente et aujourd'hui elles souffrent de différents types de traumatismes. Elles ont donné naissance à des enfants nés dans la brousse, dont le père n'est nul autre que l'accusé. Des enfants qui, à leur tour, ont été affectés gravement par les conditions difficiles de vie pendant les premières années si essentielles de leur vie. En conséquence de cela, tant les enfants que les mères ont dû éprouver des difficultés énormes à se réinsérer dans leur famille et dans leur société, à subvenir à leurs besoins, ainsi que ceux de leurs enfants, à regagner leur vie ou, dans certains cas, à reprendre leur scolarité pour commencer à reconstruire une nouvelle vie pour elles-mêmes et pour leurs enfants. L'accusation a cité hier le récit de P0227 décrivant de quelle manière elle est devenue une épouse de l'accusé. Ce récit n'est pas unique. Un récit similaire a été fourni par les autres épouses forcées qui ont déposé. P0214 rappelle, et je cite, « Les gardes de sécurité m'ont fait peur avec les bâtons, et donc je suis allée chez Ongwen.
Il m'a dit que j'avais déjà fait l'objet d'une onction et donc que j'étais prête à devenir sa femme. Il m'a dit qu'il m'enseignerait de quelle manière nous étions censés vivre avec lui. Il a dit que lorsqu'un homme, votre mari, vous appelle, vous ne pouvez pas refuser. Ongwen m'a dit de m'allonger et je l'ai fait. Les gardes de sécurité me faisaient peur avec leurs bâtons. Il a baissé son short, il ne l'a pas enlevé complètement. Je l'ai regardé et j'ai vu son pénis qui n'était pas circoncis. Je n'ai rien vu d'autre. Ongwen a pris son pénis et me l'a mis à l'intérieur du vagin. J'avais peur, car il voulait coucher avec moi et je n'avais jamais couché avec un homme avant. Je pleurais parce qu'on m'avait dit à la maison que je ne devais pas coucher avec un homme dans la brousse. On m'avait dit que si je couchais avec un homme dans la brousse, je n'aurais plus d'enfants ou que les enfants mourraient. Coucher avec lui, ce n'était pas mon choix. Le récit est encore plus choquant lorsqu'on l'entend de la part de P0226, une petite fille de 10 ans, au moment où elle a été violée par l'accusé. Et je cite, « Je n'étais pas sexuellement mûre. Il m'a demandé de lui apporter de l'eau. Lorsque je lui ai amené l'eau, il m'a pris par le bras. Il a refusé de prendre l'eau que je lui apportais. Il m'a dit qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec moi. J'ai laissé tomber l'eau. Elle est tombée sur le lit et j'ai couru dehors. Il a appelé les membres de son escorte pour me frapper. Il leur a donné l'ordre d'aller chercher des bâtons et de commencer à me battre. Ils ont utilisé des bambous. J'étais sur le sol, on me frappait. Lui, je veux dire Dominique Ongwen, était assis et il regardait. J'ai été battue pendant environ une semaine parce qu'à chaque fois qu'il me demandait d'avoir des relations sexuelles avec lui en tant que son épouse, je refusais et j'étais battue. Mes mains et mes fesses étaient tout enflées et je ne pouvais plus m'asseoir. Je ne pouvais plus supporter ces passages à tabac. Alors, je l'ai laissé coucher avec moi. Ça m'a fait très mal. » Fin de citation. Les éléments de preuve démontrent, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Ongwen a commis directement le crime de viol à l'égard d'au moins 7 femmes pendant la période couverte par les charges, en leur infligeant des actes de pénétration multiples, répétés et réguliers dans la contrainte et dans des conditions telles que l'accusé était conscient de ce qu'il faisait, étant donné les réactions des victimes. Il y a également des éléments de preuve substantiels qui démontrent que les victimes ont été enlevées et retenues contre leur gré au sein de l'ARS dans un conflit armé. Les éléments de preuve démontrent également, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Ongwen a commis le crime d'esclavage sexuel en se livrant à un ou plusieurs actes de nature sexuelle tout en exerçant un pouvoir de propriété sur ses victimes qui étaient placées dans des situations de privation de liberté contrainte. Le président, Maître Massida, c'est la première fois que je dois le dire aujourd'hui. Donc, c'est une amélioration par rapport à hier, mais je voudrais vous inviter à ralentir un petit peu. Maître Massida, oui, mon équipe me l'avait déjà indiqué. Merci, Monsieur le Président. Les éléments de preuve démontrent en outre, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Ongwen a commis le crime de mariage forcé en imposant un soi-disant mariage à des filles et des femmes dans sa maisonnée, en étant parfaitement conscient de l'environnement coercitif et des actions qu'il imposait à ses victimes.
En confirmant les charges contre l'accusé, la Chambre préliminaire a considéré pour la première fois devant cette Cour que forcer une autre personne à être un partenaire conjugal peut en soi équivaloir à un acte de caractère similaire à ceux explicitement énumérés à l'article 7.1 du statut, causer intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique, et que le crime de mariage forcé n'est pas absorbé par le crime d'esclavage sexuel. Une constatation ultérieurement confirmée plus récemment dans l'affaire Alassane par la Chambre préliminaire et par la Chambre d'appel. Les victimes demandent à la Chambre de première instance de confirmer cette interprétation juridique en reconnaissant que les restrictions à la liberté de mouvement, des abus sexuels répétés, des grossesses forcées, du travail forcé, en particulier l'obligation de s'acquitter de tâches domestiques. Ce sont là tous des facteurs qui indiquent une situation de mariage forcé. Les victimes demandent également que l'on reconnaisse que l'élément central du crime est bien l'imposition du mariage à la victime contre son gré, avec la stigmatisation sociale qui en résulte. Les victimes demandent enfin que le préjudice séparé et supplémentaire causé par ce crime, par opposition au crime d'esclavage sexuel ou autres crimes sexistes, soit bien reconnu, étant donné que ce crime enfreint le droit fondamental indépendamment reconnu du mariage consensuel et le droit à fonder une famille. Les éléments de preuve démontrent également que M. Ongwen a commis le crime de grossesse forcée en confinant des filles et des femmes qu'il mettait enceintes de force avec l'intention de se livrer à des graves violations du droit international, y compris en les utilisant comme des épouses et des mères, et pour les violer, les réduire en esclavage sexuel et les torturer. Comme P0235 l'a rappelé, devenir enceinte dans la brousse, ça n'était pas mon choix. Dans son formulaire de demande de victime, elle précise en outre les conditions difficiles des grossesses en captivité au sein de l'ARS, et je cite, « C'était vraiment une période terrible pour moi. J'ai accouché dans la brousse. C'était vraiment une période extrêmement difficile. J'ai été aidée par ma coépouse qui n'était pas une experte en matière d'accouchement. » P0236 a déclaré de la même façon, « J'ai accouché de 2 fils avec Dominique Ongwen et je m'en occupe sans que personne ne m'aide puisque je n'ai aucune source de revenus et je suis sans emploi. J'ai l'impression d'avoir perdu ma dignité en tant que femme parce que j'ai été forcée à avoir des rapports sexuels avec un rebelle. Et je n'ai rien pu faire pour me défendre. Et j'ai même donné naissance à 2 fils. » Fin de citation. Les mots des épouses forcées expliquent en termes clairs ce que le professeur Reicherter a décrit comme étant les conséquences de grossesse forcée en disant ceci. Je cite, « Les femmes qui sont enceintes à la suite d'incidents de viol peuvent faire face au mépris de leur communauté. En Ouganda, la grossesse forcée oblige la mère et l'enfant à être stigmatisés par leur communauté. Les enfants de grossesse forcée sont un symbole et un rappel de l'histoire des atrocités
commises par l'ARS et par conséquent font l'objet de blâmes, de mépris, de rejet de la part de leur communauté, étant souvent qualifiés automatiquement de rebelles, de criminels ou de meurtriers. Les enfants nés de grossesse forcée par l'ARS sont profondément affectés par leurs origines biologiques et par le traitement qui en découle. Des inégalités sont constatées s'agissant de l'accès des enfants à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Une forme supplémentaire de stigmatisation, ce sont les noms que l'on donne aux enfants. Une étude menée dans un centre de réception à Goulou a montré que 71% de leur échantillon portaient des noms qui avaient des connotations négatives. Ces enfants se voient donner des noms avec des connotations négatives parce que leurs noms sont un rappel des souffrances et de la captivité. Bien que beaucoup de centres de réception aient changé les noms de ces enfants, ils continuent à porter la stigmatisation de leurs noms dans leur réintégration. Les enfants finissent par être isolés des autres enfants à cause de la manière dont ils ont été élevés. Fin de citation. Messieurs les juges, l'ARS est bien connue également pour sa pratique et sa politique d'enlèvement d'enfants pour servir de soldats. Tout d'abord, je souhaiterais aborder une des questions de preuve les plus significatives qui affectent les intérêts des victimes que nous représentons, c'est-à-dire déterminer que les enfants avaient moins de 15 ans au moment des charges. La défense allègue d'ailleurs dans son mémoire que le critère de l'âge n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable par l'accusation. La question de la détermination de l'âge n'est pas une question nouvelle dans la jurisprudence de la Cour et d'autres tribunaux. À cet égard, la pratique de la Cour a accepté la déposition de témoins qui, en évaluant l'apparence physique, le comportement et ou le développement des enfants, ont conclu qu'ils avaient moins de 15 ans. La Chambre d'appel, dans l'affaire Lubanga, dans son jugement de décembre 2014, a accepté les évaluations visuelles de l'âge, même lorsque les témoins fournissaient ces éléments de preuve plusieurs années après les événements. Au paragraphe 233 à 235 du jugement, la Chambre d'appel précise que ces éléments ne doivent pas être corroborés et peuvent être utilisés à condition seulement que la Chambre applique une marge d'erreur suffisante. Plus récemment, la Chambre de première instance numéro 6, dans son arrêt dans l'affaire Ntaganda, a considéré que l'évaluation de l'âge par les témoins peut être fiable à la lumière de facteurs tels que les informations fournies par les membres de la famille ou le comportement observé par ces témoins. Ceci est contenu dans la note en bas de page 999 de l'arrêt Ntaganda. Enfants soldats, deux mots simples, mais ils décrivent un monde d'atrocités commises contre des enfants et quelquefois par des enfants. Des enfants qui ont été utilisés comme corvéables, comme des porteurs corvéables par l'ARS. Ils marchaient vite, ce qui
augmenter la mobilité de l'ARS et sa capacité à transporter des biens pillés sur de longues distances. Forcer des enfants à tuer leurs amis ou les membres de leur famille en face d'autres enfants enlevés, instiller la peur en eux et les décourager de prendre la fuite. Dans les mots d'un ancien enfant soldat, quelquefois, il demande aux nouveaux de tuer et vous ne refusez jamais de tuer parce que sinon c'est vous qu'il tue. Cela impose également une rupture nette, forcée avec le passé et ainsi il y a une probabilité moindre de retourner dans une communauté où ils ont assassiné, torturé et pillé. Les éléments de preuve démontrent qu'au-delà de tout doute raisonnable, pendant la période des charges, Connie et d'autres commandants de l'ARS, y compris M. Ongwen, ont mené un plan commun consistant à enlever des enfants dans le territoire du nord de l'Ouganda, à les conscrire dans l'ARS, y compris dans la brigade Signa, de manière à garantir un approvisionnement constant de combattants. L'enlèvement d'enfants était une pratique de grande échelle et bien établie au sein de l'ARS. Par conséquent, M. Ongwen était conscient des caractéristiques fondamentales de l'ARS et des circonstances factuelles qui lui permettaient, avec d'autres co-auteurs, d'exercer conjointement un contrôle sur le crime. En conséquence du plan commun, les enfants de moins de 15 ans étaient enlevés dans plusieurs endroits du nord de l'Ouganda et intégrés de force dans le bataillon Oka et la brigade Signa. Après leur recrutement, ils étaient entraînés pour une participation active dans les hostilités et participaient activement au combat et aux activités liées au combat dans les 4 localités citées, ainsi que dans d'autres endroits, tels des enfants enlevés, des filles et des garçons qui servaient comme combattants, guetteurs, porteurs, membres d'escorte, gardes du corps pour les commandants de l'ARS, y compris M. Ongwen, et étaient contraints à avoir des rapports sexuels. M. Ongwen a contribué à la réalisation du plan commun en utilisant personnellement des enfants de moins de 15 ans en tant que membres de son escorte qui participaient aux hostilités, en ordonnant à ses subordonnés d'enlever des enfants de moins de 15 ans, en supervisant et en surveillant l'entraînement militaire d'enfants de moins de 15 ans. Et il savait que les enfants conscrits dans l'ARS étaient utilisés à participer activement dans les hostilités et qu'ils avaient moins de 15 ans. L'enlèvement d'enfants était une stratégie délibérée visant à les endoctriner pour qu'ils aient une façon d'agir et de penser. Les témoins au procès ont rappelé comment les commandants de l'ARS ont adopté différentes stratégies pour endoctriner les enfants enlevés. Le professeur Allen a affirmé que les récits au sujet des processus d'initiation des nouvelles recrues variaient substantiellement d'une personne à une autre. Certains racontaient qu'ils devaient participer à de nombreuses réunions de prière, d'autres étaient forcés à se livrer à des actes violents. Dans d'autres cas, ils étaient forcés à tuer des amis ou des parents. Les témoins ont également déposé au sujet de personnes enlevées qui ne marchaient pas suffisamment vite ou qui refusaient d'obéir aux ordres, qui étaient sévèrement battus ou tués s'ils refusaient de le faire. Le séjour prolongé dans la brousse avait un impact profond sur la capacité de ces enfants à se réintégrer dans leur famille et leur communauté.
Les victimes participant en cette affaire sont des anciens enfants soldats qui soit sont parvenus à prendre la fuite ou ont été capturés par l'UPDF et ensuite remis en liberté. Les parents d'anciens enfants soldats ont également participé à ce procès. Certains d'entre eux n'ont jamais revu leurs enfants après leur enlèvement et ont perdu tout espoir de les serrer de nouveau dans leurs bras. D'autres continuent de garder l'espoir que leurs enfants reviendront un jour ou l'autre. Ceux qui ont eu la chance, si je puis dire, de revenir dans leur famille et dans leur communauté se heurtent à d'énormes défis pour essayer de revenir à la vie normale. Ils ont des difficultés à digérer leurs expériences et à se réintégrer dans leur communauté. Ils ont besoin de se soigner après des expériences traumatiques, une aide pour leurs difficultés physiques et émotionnelles, de l'éducation, une formation professionnelle, et ils ont besoin de rétablir les liens au sein de leur communauté. Le chemin de l'enfant soldat à l'ancien enfant soldat pour arriver finalement à être simplement un enfant ou un jeune adulte est un long parcours, en particulier à cause de la perception persistante et mixte pour les enfants soldats en tant que victimes d'un côté et en tant qu'auteurs de crimes de l'autre. Ce qui me conduit, messieurs les juges, à la partie de cette présentation qui a trait à la responsabilité pénale de M. Ongwen. The defense challenges the criminal liability of La défense remet en cause la responsabilité pénale de M. Ongwen pour plusieurs motifs. Premièrement, la défense allègue que M. Ongwen n'est qu'une victime. Enlevé à un jeune âge, psychologiquement manipulé, sujet alors qu'il se trouvait au sein de l'ARS à des blessures, à une peur constante de mourir, à des préjudices physiques graves et à une déficience mentale de long terme. En conséquence, selon la défense, M. Ongwen ne peut pas être tenu comme responsable. C'est un argument, messieurs les juges, que les victimes considèrent comme totalement dépourvu de fondement en fait et en droit. Et pire encore, un argument qui méprise leur souffrance. Il n'est pas contesté que M. Ongwen puisse avoir été la victime d'un ou plusieurs crimes lorsqu'il était mineur. Néanmoins, ce fait seul ne constitue pas une base juridique permettant d'exclure la responsabilité pénale en vertu du statut de Rome. Le fait que M. Ongwen ait été enlevé à un jeune âge ne l'absout pas de la responsabilité pénale de ses actes et de ses comportements en tant qu'adulte. En arguant une fois victime, toujours victime, la défense non seulement nie le principe essentiel de la résilience humaine et de la capacité à agir, mais également ne reconnaît pas le fait indéniable que toutes les victimes ne sont pas devenues des criminels ou des délinquants cruels et puissants. En plus, les événements dont M. Ongwen a pu être la victime en tant qu'enfant lorsqu'il a été enlevé sont étrangers à ce procès. Ce procès traite des comportements de M. Ongwen en tant qu'adulte et des actions qu'il a choisi de faire ou de ne pas faire au moment des crimes imputés. Même si l'on peut accepter en tant que tel les allégations de la défense ayant trait au manque de maturité de M. Ongwen, étant donné sa captivité et son isolement de la société, son comportement infantile, le comportement infantile de l'accusé, dont on a beaucoup parlé au cours de ce procès, n'ont pas été établis
par des éléments de preuve réels et non contestés. Les charges que dont l'accusé doit répondre, pour utiliser les termes du préambule du statut de Rome, sont les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble. Les victimes estiment qu'il est impossible de sérieusement considérer la possibilité que M. Ongwen ne comprenait absolument pas la nature extrêmement grave des actes criminels auxquels il s'est livré. Et ceci a été largement démontré dans cette affaire. Contrairement à ce que la défense suggère, les éléments de preuve démontrent, au-delà de tout doute raisonnable, qu'au cours de la période couverte par les charges, M. Ongwen était un commandant militaire au sein de l'ARS, qu'il a commandé un bataillon dans la brigade Signa de mi-2002 à mars 2004, et qu'ensuite, le 5 mars 2004 ou aux environs de cette date, il est devenu le commandant de la brigade Signa. En cette capacité, il disposait du commandement effectif et du contrôle, ou bien de l'autorité et du contrôle sur ses subordonnés pendant toute cette période couverte par les charges. Dominique Ongwen était au courant du plan commun, celui d'attaquer la population civile et en particulier les Acholi et quiconque est perçu comme soutenant le gouvernement. Il a participé à des réunions pour planifier l'attaque, les attaques qui lui sont reprochées, et a donné les ordres à ses subalternes de lancer l'attaque contre la population civile dans les lieux couverts par les charges. Pendant toute la période couverte par les charges, Dominique Ongwen avait les éléments psychologiques requis conformément à l'article 30 du statut. Les éléments de preuve démontrent qu'au sens de chacune des formes alternatives de responsabilité invoquées par l'accusation et s'agissant de chacun des crimes qui lui sont reprochés, Dominique Ongwen avait l'intention de se livrer à un comportement et à causer les conséquences qui en ont découlé ou qu'il était au courant que tout cela se produirait dans le cours normal des événements. Aucun des motifs d'exception d'irresponsabilité n'ont été prouvés par la défense. S'agissant de la maladie mentale, au titre de l'article 31.1a du statut, afin qu'il soit fait droit à une exception d'irresponsabilité mentale, l'accusé doit avoir été diagnostiqué comme présentant une pathologie pouvant être qualifiée de maladie mentale, de trouble, de malaise mental, conformément aux symptômes énumérés dans l'un des instruments utilisés par la profession médicale à cette fin spécifique, notamment le DSM-5, qui a été largement utilisé par les experts et auquel tous les experts entendus par la Chambre ont fait référence. Il faut donc qu'il y ait l'existence d'une condition spécifique, mais plus important encore, il faut que sa gravité soit telle qu'elle puisse être observée et confirmée. Autrement dit, elle doit être prouvée à l'époque des événements. Cela signifie que l'argument selon lequel l'accusé souffrirait d'une condition spécifique aujourd'hui ou à un moment depuis sa détention par la Cour ne constitue pas une preuve concluante ou suffisante que cette condition existait lors de la période couverte par les charges. Les éléments de preuve présentés au procès prouvent le contraire. Et cela a été démontré par l'accusation hier. En effet, il existe des éléments de preuve selon lesquels Dominique Ongwen a pris part activement aux actes consistant à maintenir et imposer le système de terreur de l'ARS. Il a pris des initiatives
des décisions et des actions qui ont favorisé la commission des crimes ordonnés par Joseph Kony. Dominique Ongwen est connu parmi les victimes comme étant le plus brutal des hommes qui étaient au service de Joseph Kony. Il a commis des atrocités prolongées contre les siens. Il agit de façon brutale contre ses épouses forcées qui étaient très jeunes. Il était fier de ses réalisations sur le champ de bataille. Il n'avait pas de remords. À la lumière de l'ensemble des informations présentées en l'espèce, les victimes considèrent que Dominique Ongwen ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui souffrait d'une maladie mentale ou d'un trouble quelconque, qui a complètement détruit sa capacité à apprécier le caractère illégal de son comportement ou sa capacité à contrôler son comportement pour se conformer aux exigences du droit au sens de l'article 31.1a du statut. Le fait que l'accusé ait pu avoir éprouvé, pendant la période couverte par les charges, des difficultés extrêmes s'agissant de son bien-être personnel ou émotionnel, ne l'affranchit pas de sa responsabilité pénale, car il n'a pas été démontré que sa volonté et sa capacité cognitive ont été détruites au moment de la commission des crimes. Surtout, la déclaration générale faite par la défense selon laquelle les experts, et je cite, « Les experts ont sans équivoque placé la maladie mentale dont souffrait Dominique Ongwen dans le contexte du traumatisme de masse vécu en territoire Acholi pendant la période 2002 à 2005 est dépourvue de toute pertinence parce qu'elle n'est pas spécifique à cet accusé. À cet égard, le professeur Wessel a signalé, et je cite, « Plus de 25% des enfants qui ont été exposés de façon prolongée à un traumatisme ont fait preuve de résilience post-traumatique, en ceci qu'ils n'ont pas souffert de troubles de stress post-traumatique, de dépression ou d'un quelconque trouble de comportement ou émotionnel qui pourrait présenter un intérêt clinique. Il existe une tendance mondiale qui démontre que les enfants qui avaient été enlevés dans le nord de l'Ouganda sont beaucoup plus résilients que d'autres enfants qui ont été exposés à des événements de traumatisme de masse. 2/3 des enfants qui ont déjà été enlevés ont signalé un niveau de stress émotionnel moyen ou faible. Et plus de 90% ont démontré qu'ils étaient capables de fonctionner à un niveau élevé. Fin de citation. Comme le professeur Mozizi l'a expliqué, sur la base de sa propre expérience en tant que psychiatre ayant traité de nombreuses victimes de l'ARS, les jeunes enfants enlevés sont facilement convaincus. Les enfants exposés à des événements stressants graves pendant leur enfance peuvent être perturbés de bien des façons. Ils ne sont plus en mesure, mais ils ne perdent pas leur capacité de discernement du bien et du mal. Les 3 experts appelés à la barre par l'accusation se sont accordés pour dire que le fait d'être exposé à un traumatisme ne suffit pas pour établir un diagnostic de traumatisme ou de troubles liés à un traumatisme. Le docteur Abo a dit sans embâche qu'elle n'a pas relevé d'éléments, qu'elle n'a pas constaté de preuves qui lui permettent d'établir suffisamment qu'un trouble mental ou un trouble quelconque a détruit la capacité de Dominique Ongwen à apprécier la nature de son comportement. Pour sa part, le professeur Mézé a fait écho à ses conclusions et a indiqué de façon intéressante qu'il serait peu probable et incohérent sur le plan psychologique de
suggéré qu'il y avait une anomalie continue, une anomalie mentale continue pendant toute la période des 4 attaques couvertes par les charges, s'échelonnant sur plusieurs mois, ou que cette anomalie mentale se soit produite par hasard pendant chacune des 4 attaques. Et ce, parce que les attaques semblent avoir été préméditées, planifiées, elles n'étaient pas impulsives, ce qui ne serait pas compatible avec une personne souffrant de troubles dissociatifs jour après jour pendant des mois ou des années, comme la défense tente de le faire valoir. D'après elle, il est très peu probable que l'accusé, qui souffrait de maladie mentale jour après jour pendant toute la période couverte par les charges, donc près de 3 ans, ait pu commettre, planifier et préméditer un comportement qui s'est poursuivi sur la durée, comme les mariages forcés, la réduction en esclavage ou la conscription d'enfants soldats. Eh bien, cela ne serait absolument pas plausible du point de vue médical. Fin de citation. Monsieur le Président, Messieurs les juges, même à supposer que l'accusé souffrait effectivement d'une maladie au moment de la commission des crimes, conclure une conclusion que nous contestons, puisque les experts de la défense ont posé leur constat des années après les événements, et la seule déduction possible découlant de témoignages des experts et des éléments de preuve pris dans leur ensemble est que, à l'évidence, une telle maladie n'aurait pas atteint le degré de gravité requis pour détruire la capacité cognitive de Dominique Ongwen ou sa volonté. Dans son mémoire en clôture, la défense prétend que Dominique Ongwen souffrait d'amnésie dissociative. Le fait qu'il ait souffert d'amnésie dissociative pendant les batailles l'empêchait de contrôler son comportement. Eh bien, cet argument ne tient pas la route, parce que si cela était vrai, le fait que l'accusé ait survécu à toutes les attaques et à toutes les embuscades pendant qu'il était dans la brousse relèverait du miracle. La défense fait valoir également que tout acte commis pendant la période couverte par les charges aurait été commis sous la contrainte imposée par Joseph Kony et ses principaux collaborateurs. Toutefois, comme cela a été indiqué par l'accusation hier, rien n'indique, en tout cas dans le dossier de cette affaire, que Dominique Ongwen, pendant la période couverte par les charges, ait été contraint d'agir. Plusieurs témoins ont dit dans leur déposition que l'accusé n'avait pas peur du tout de Kony. Il s'est même permis à l'occasion de contester ses ordres publiquement et à se dire en désaccord avec lui. Plusieurs témoins ont également dit dans leur déposition que Dominique Ongwen avait pris l'initiative d'attaquer certains lieux, ce qui démontre que Dominique Ongwen était assez proactif et qu'il faisait même preuve de génie pour ce qui est de mettre en œuvre la politique de brutalité de l'ARS, ce qui exclut la contrainte. La contrainte est une excuse qui se fonde sur l'idée selon laquelle l'acteur est incapable de faire un choix moral à cause de la force ou de la menace qui l'obnubile. L'on pourrait effectivement dire que les enfants de moins de 15 ans ne sont peut-être pas toujours en mesure de distinguer le bien du mal et que les conditions de leur recrutement forcé impliquent la menace. Ce postulat n'est pas valide s'agissant de quelqu'un qui a atteint l'âge de raison, qui était en position de pouvoir au sein de l'ARS et qui avait une capacité de discernement et qui ultérieurement a choisi de faire le mal ou le bien. La défense semble également invoquer l'élément spirituel ou la spiritualité au sein de l'ARS, que les pouvoirs spirituels qu'exerçait
Kony constituait une menace imminente ou une menace de mort pour Dominique Ongwen. Dans son mémoire en clôture, la défense affirme que ce qui rend cette affaire particulièrement différente, c'est la situation factuelle qui est empreinte de spiritualité et de mysticisme. Fin de citation. À l'évidence, dans une procédure où la majorité des victimes participantes appartiennent à la communauté Acholi et où un nombre considérable de témoins a été entendu, s'agissant des aspects culturels d'importance pour les habitants du nord de l'Ouganda, la dimension culturelle revêt une importance particulière. En effet, comprendre le contexte culturel revêt une importance considérable, ne serait-ce que par respect pour tous les participants à cette procédure. Mais il est également indispensable d'apprécier l'impact des crimes commis. Cela étant, des aspects culturels spécifiques ne pourraient être utilisés pour affranchir ou diminuer la responsabilité de l'accusé. De nombreux témoins ont parlé de l'aspect spirituel et des croyances religieuses au sein de l'ARS, mais les éléments de preuve démontrent que tous les membres de l'ARS ne croyaient pas dans les pouvoirs spirituels de Joseph Kony. En tout état de cause, il existe des éléments de preuve qui démontrent que Dominique Ongwen a sciemment choisi de rester au sein de l'ARS parce qu'il adhérait aux objectifs et au but de l'organisation. En fait, l'absence de signes significatifs que l'accusé voulait se dissocier de l'ARS et des actes criminels qu'il a commis milite contre le principe de contrainte. En conséquence, Monsieur le Président, les victimes considèrent que les éléments de preuve entendus au procès militent en faveur d'une conclusion, à savoir que Dominique Ongwen avait, au moment de la période couverte par couverte par les charges, la connaissance et l'intention de commettre les crimes qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, Messieurs les juges, au début de ce procès, la Chambre a eu l'occasion de visionner une courte vidéo où les victimes exprimaient leurs attentes par rapport à la procédure. Permettez-moi de rappeler 2 citations de cet extrait vidéo qui résume les espoirs des victimes. La victime 06051/15 indique, et je cite, « La souffrance que j'ai vécue était énorme. La vie est difficile aujourd'hui. J'ai été enlevée alors que j'étais une jeune fille. J'ai été obligée de devenir l'épouse d'un rebelle. Chaque fois que je raconte ce qui m'est arrivé, je ressens le traumatisme. Je revois ces images terribles. J'aimerais pouvoir aller vivre ailleurs pour vivre en paix avec mes enfants. Or, ici, je suis stigmatisé parce que les gens ne nous ont pas pardonné complètement et continuent de nous pointer du doigt comme étant ceux ou celles qui avaient fait partie de l'ARS. La souffrance que j'ai vécue ne pourra jamais être compensée, mais la Cour devrait nous donner le sentiment que la justice est rendue afin que nous puissions continuer de vivre sachant que la justice existe. » Fin de citation. Une autre victime, A/07041/15, a déclaré, et je cite, « Lorsque je pense à la justice, je veux dire que je veux que la vérité soit connue s'agissant des événements que j'ai vécus. Et à l'instar d'autres personnes en Ouganda, nous voulons la vérité. Nous voulons que la vérité soit connue pour que nous puissions être satisfaits. Je veux que la Cour fonctionne bien et que cette affaire arrive à sa fin de manière juste. Je fais confiance à la Cour. Je sais qu'elle rendra justice au nom des survivants que nous sommes. » Fin de citation. Le devoir d'établir la vérité ne se limite pas à établir la culpabilité ou l'innocence de l'accusé.
Pour partie, la vérité qui doit être déterminée par cette Chambre, c'est le degré de victimisation, les souffrances et le préjudice causés à ceux qui ont été affectés directement par les crimes commis. Au cours du procès, la Chambre a entendu des éléments de preuve sur les crimes qui ont été commis et elle a entendu également des récits factuels et émotionnels de la souffrance et l'agonie des victimes, des familles, des parents et des communautés. Les victimes s'attendent à ce que, dans son appréciation des éléments de preuve, la Chambre accorde l'attention voulue à leurs récits ainsi qu'à leurs souffrances. L'ampleur du préjudice subi par les civils dans le nord de l'Ouganda, et en particulier en territoire Acholi, est énorme, comme cela a été rappelé à nouveau ce matin. Les conséquences horribles et prolongées de la guerre ont eu un impact non seulement sur les personnes, mais a également dévasté la société et a notamment érodé une culture solide et riche, ainsi que la structure sociale à Choli. Un dernier mot, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, sur la question de la responsabilité de Dominique Ongwen à la lumière de la requête formulée par la défense, à savoir que l'accusé soit remis au système de justice à Choli afin qu'il passe par la procédure du Mato Oput s'il devait être déclaré coupable. À l'évidence, Monsieur le Président, Messieurs les juges, que cette requête ne peut être approuvée par votre chambre parce qu'une telle solution n'est pas prévue par les textes statutaires de la Cour. Mais il y a plus important. Une telle requête va à l'encontre des intérêts des victimes participant à cette procédure. Mato Oput, qui veut dire littéralement boire une herbe amère, est une pratique traditionnelle spécifique aux Acholi. Elle a pour but de régler les différends entre les clans, par exemple lorsque le membre d'un clan tue le membre d'un autre clan. C'est un long processus, c'est un rituel très compliqué qui n'est pas censé être appliqué à des atrocités de masse ni aux tueries causées pendant la guerre. C'est une tradition propre aux Acholi. Or, toutes les victimes autorisées à participer à cette procédure ne sont Acholi. Et pour ces victimes, ce rituel n'a pas une signification quelconque. En tout état de cause, les victimes ont tout au long de la procédure exprimé leurs attentes en matière de justice. Elles veulent que cette Cour, qui est fondée sur le droit, établisse que Dominique Ongwen est coupable des crimes dont elles ont souffert, et elles veulent que l'accusé admette les actes répréhensibles qu'il a commis. Les victimes ont exprimé leur vue. Elles voudraient que Dominique Ongwen, ou elles ont indiqué que la requête présentée par la défense de Dominique Ongwen afin qu'il soit assujetti à la procédure, une cérémonie Mato Oput, équivaudrait à une demande de lui faire bénéficier d'impunité. L'impunité n'est tout simplement pas acceptable dans un tribunal. Pour terminer, Monsieur le Président, Messieurs les juges, permettez-moi de rappeler que les victimes considèrent que la responsabilité de Dominique Ongwen a été établie au-delà de tout doute raisonnable, s'agissant de toutes les charges qui lui sont reprochées, et demandent en conséquence à la Chambre de déclarer l'accusé coupable de tous ces crimes. Avant que je ne m'assieds, Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler ma sœur Jane Adong dans les circonstances ne lui permettront pas de voir l'issue de ce procès. Je tiens à rappeler l'insigne contribution et les conseils qu'elle m'a prodigués. Je ne serai pas devant cette chambre sans elle. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Mes clients vous remercient également. Mr. President and Your Honor. Maître Ayena, Monsieur le Président, Messieurs les juges,
Nous avons des objections très importantes à soulever quant à la manière dont les remarques de Maître Masida ont été formulées. Maître Masida est allé bien au-delà de son mandat en tant que conseil représentant les victimes. Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'aimerais vous rappeler qu'il appartient à l'accusation de contester ou de prouver la culpabilité de l'accusé. Ce n'est pas le rôle du conseil représentant les victimes de le faire. Et c'est ce que la représentante des victimes vient de faire. Rappelez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les juges, qu'il existe ce principe d'égalité des armes devant cette Cour. Regardez toute la panoplie de représentants et d'avocats d'en face. Maître Masida s'est associé à l'accusation, donc, et du coup, le principe de l'égalité des armes est compromis. Les conseils de la défense devraient se rapprocher de la section de soutien au conseil pour demander à ce que le bureau du conseil public des victimes déménage, qu'il se rapproche du bureau du procureur, parce qu'effectivement, ils font le même travail. Ils parlent avec le procureur d'une voix unique. Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous sommes fermement convaincus que les observations formulées par Maître Masida devraient être retirées du dossier de cette affaire parce qu'elle est allée beaucoup trop loin. Merci. Maître Taku, une chose, le président, non. Nous n'allons pas entamer de longs débats au sujet de la présentation de Maître Masida. Très brièvement alors, Maître Taku. Bon, nous voudrions fixer un calendrier. Il faut définir le droit. Vous l'avez d'ailleurs fait à plusieurs reprises en ce qui concerne la représentation des victimes devant cette cour. Je crois que Maître Masida a largement abusé de ce mandat. Le président, bien entendu, Maître Masida, vous pouvez brièvement prendre la parole. Maître Masida, j'ai dit clairement lorsque j'ai commencé ma présentation que celle-ci était fondée sur les vues et préoccupations, sur les intérêts des clients. Tous les points que j'ai soulevés ont trait à leurs intérêts, y compris, Monsieur le Président, la question de la responsabilité de Monsieur Ongwen. Celle-ci est bien entendu au cœur des intérêts de mes clients. Nous sommes intervenus dans ce sens pendant tout le procès. Merci beaucoup, le Président. La Chambre a déjà conféré sur cette question. L'objection est levée, en particulier en ce qui concerne cette requête d'expurger la présentation du représentant légal des victimes. Il a été rappelé au fin des déclarations de clôture que les parties et les participants donnent leur position définitive sur l'affaire. Il ne s'agit pas d'éléments de preuve. La présentation des éléments de preuve est depuis longtemps clôturée. Les déclarations de clôture, ce sont des plaidoiries et les conseils doivent disposer de toute latitude pour présenter ces plaidoiries. Ceci d'ailleurs correspond à la pratique des juridictions nationales et des tribunaux nationaux. Donc, le point important, c'est que nous entendons ici des arguments factuels, juridiques, et nous ne sommes pas ici pour entendre des éléments de preuve.
et vous pouvez être certain que la Chambre comprend bien la distinction et qu'elle est tout à fait en mesure de mettre en perspective tout ce qui a été dit ici dans cette salle d'audience pendant ces derniers jours et qui seront dites également demain au cours des arguments de clôture. Ceci conclut cette décision brève. Nous levons la séance pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain matin à 9h30 pour les arguments de la défense.